Donc on a eu pas mal d'éléments tout à l'heure à travers la présentation des chercheurs, notamment. Je pense qu'il y a un élément qui est ressorti quand même de manière assez significative, qui est la question des contraintes. Alors bon, comment on fait du journalisme, comment arriver à réinjecter, remettre du journalisme, de l'éditorial dans la couverture des événements sportifs à travers toutes ces contraintes. Et pour répondre à ces questions avec nos chercheurs, nous avons également le plaisir d'accueillir François-Xavier Deschâteaufort, qui est journaliste sportif, reporter, présentateur de RMC, BFM TV, SFR Sport, et spécialiste de l'athlétisme, donc plusieurs médias, et donc on reviendra sur cette question qui est importante. On a également avec nous Marion Lecouls, qui est communicante, donc de l'autre côté du miroir, on va dire, auprès de la cycliste Fortunéo, et qui nous donnera son point de vue informé sur la question. Et de nouveau, on a sur le panel donc Pascal Golomer, directeur adjoint de la rédaction des sports France Télévisions, et Olivier Dufour, consultant sport et médias, ex-responsable du numérique de Bain Media. Je voudrais initier le débat, si vous voulez bien, avec une petite question qui, je pense, Pascal pourra nous donner des éléments, des réponses, qui est celle que j'ai posée juste là maintenant, en fait. Comment fait-on à travers tous ces faisceaux de contraintes qu'on a vus tout à l'heure, des contraintes organisationnelles, des contraintes économiques, l'urgence, la question des droits, comment on fait pour réinjecter du journalisme, de l'identité éditoriale? Comment faites-vous en France Télévisions? Merci. Alors comment fait-on? C'est vrai que le cadre est très contraint et que vous évoquiez les problèmes de droit d'accès, le fait que le théâtre lui-même des opérations est très cadré, on n'y accède que par accréditation, avec des petits numéros, des lettres, des couleurs. Donc tout paraît très cadré. Et la première impression, c'est qu'on ne peut quasiment rien faire, si ce n'est ce qu'on nous demande de faire en 10 minutes sur une zone mixte et de perdre toute liberté d'action. Moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est que paradoxalement, ce type d'organisation, ça peut donner la prime au vrai travail journalistique de fond, qu'on n'est pas toujours amené à faire en tant que journaliste, notamment dans l'audiovisuel, mais qui là peut payer quand on s'en donne les moyens. Quand une direction de rédaction permet à un journaliste de cultiver ses contacts, d'aller à la rencontre des sportifs qui, 6 mois plus tard, présentent une chance de médaille pour l'équipe de France, par exemple, en athlétisme, en natation, dans ces sports très cadrés lorsqu'il y a des grands événements internationaux, si on prend la peine d'aller voir ces athlètes quand ils sont dans une période de préparation, de réaliser des reportages avec eux pour entretenir un lien de confiance, pour créer la confiance, parce que les athlètes, ils sont comme tout le monde, ils se méfient un petit peu des journalistes, ils n'osent pas forcément s'ouvrir, ils n'ont pas envie d'avoir une caméra qui les suit partout quand ils sont dans ces moments d'intimité, qui peut être une préparation olympique et un travail de fond sur leur entraînement. Mais si on parvient à avoir cette relation de confiance, les choses sont beaucoup plus faciles lorsqu'on est présent sur l'événement et qu'il faut aller grappiller, comme vous le soulignez tout à l'heure, quelques moments et quelques espaces de liberté, qu'on soit détenteur de droit ou pas d'ailleurs. Même pour un détenteur de droit, pour reprendre l'exemple de l'athlétisme tout récent l'été dernier, des journalistes de France Télévisions, s'ils n'ont pas toute l'année suivi un Kevin Mayer ou un Renaud Lavillenie, ils n'ont pas le résultat qu'ils ont obtenu en faisant leur travail de journaliste pendant l'événement. Pour prendre le cas de Kevin Mayer, on a un journaliste qui a pu réaliser pour Stade 2 un format relativement long à notre échelle, qui est à 12 minutes, 13 minutes sur Kevin Mayer. Il l'a suivi, il est allé le voir avec sa famille, il est allé le voir vraiment dans son intimité personnelle. Il y a eu un lien qui s'est vraiment créé avec le journaliste. Il a pu accéder à des choses le moment venu, qui était inespéré, et ce qui a donné un sujet qui a même fait pleurer Kevin Mayer sur le plateau des championnats du monde le jour où il était diffusé. Donc si on s'était contenté de se rendre sur l'événement avec son accréditation autour du cou en se disant on va bien y arriver parce qu'on est détenteur de droit, on avait perdu. Donc la seule raison pour laquelle à l'antenne on a réalisé un travail journalistique de qualité, c'est parce qu'il y avait eu ce travail de fond en amont. Donc, je pense qu'on peut
réussir à desserrer la contrainte si on a fait son travail de journaliste consciencieusement, patiemment, et qu'il y a une morale dans l'histoire, c'est que malgré la multiplication des contrats et un paysage où on a beaucoup de droits d'accès et d'interdits, le journaliste a encore de beaux jours devant lui pour peu qu'il s'investisse dans son métier. Voilà. Très bien, justement, j'aimerais bien me retourner maintenant vers un journaliste de terrain et on va passer de l'autre côté, on va dire, de paradigme, puisqu'on on va parler d'un groupe des médias qui n'avait pas le droit de diffusion de cet événement-là et donc il a fallu se débrouiller avec. En plus, toi, François Gravier, pour plusieurs médias. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as travaillé? Quels sont les problèmes que tu as rencontrés et les contournements éventuellement que tu as mis en œuvre, dont on a parlé tout à l'heure? Alors tout d'abord, être non détenteur de droit, ça veut dire quoi concrètement pour nous sur le terrain, notamment pour la télé, puisque je travaille pour un groupe où il y a plusieurs chaînes de télé, BFM TV, BFM Sport, qui est une chaîne de sport en continu, donc qui a besoin de matière continuellement. Et bien en fait, il y a donc plusieurs sources d'images qu'on peut avoir. Non détenteur de droit, ça veut dire qu'on a le fameux droit à l'info. Ce sont des images donc qu'on peut prendre des retransmissions des événements. On a le droit de diffuser 1 minute 30 par heure de ces images. Donc, ce qui est peu, finalement, sur un championnat du monde d'athlétisme, par exemple, où il peut se passer beaucoup de choses dans une même journée. 1 minute 30 par heure, ça veut dire que, par exemple, si on passe 40 secondes dans un sujet ou 30 secondes dans un sujet, on n'a plus que 30 secondes d'image pour le reste de l'heure. Donc, ça va très, très vite, surtout pour une chaîne d'infos en sport continu comme BFM Sport. Il y a une autre possibilité pour avoir un peu plus d'images en tant que non détenteur de droit, c'est d'acheter des images donc, auprès du diffuseur, en l'occurrence France Télévisions. Donc ça s'achète par bloc. Il y a une règle qui était, il y a quelques saisons, de 1 minute d'image par jour de compétition, donc avec un prix, bien sûr. À partir du moment où on achetait cette minute d'image par jour de compétition, on pouvait les multidiffuser autant de fois que l'on voulait dans la journée, ce qui pour nos sujets, nos avant-sujets, nos sujets retour, était donc une source de liberté. Cette année, pour les mondiaux à Londres en 2017, on n'a pas fait ce choix, notre direction n'a pas fait ce choix d'acheter ces images, 7 minutes d'images par jour, donc nous n'avions que le droit à l'info pour déjà montrer l'événement, donc très réduit en termes de retransmission et surtout pour la fabrication des sujets. Ce qui veut dire que par exemple, pour les avant-sujets, pour le début de la compétition, pour avant l'entrée en lice des têtes d'affiche de l'équipe de France, nous utilisions des archives, des images d'archives, d'entraînement. Nous avons tourné les athlètes dans leur préparation en amont, donc pendant la saison. Dans notre groupe, il y a une autre chaîne également de télé, SFR Sport, qui a acheté en 2017 les droits pour l'athlétisme en France et également pour la Diamond League, ce qui nous a permis, avec la synergie de groupe, d'avoir des images d'entraînement, des images un peu inside, pour alimenter les avant-sujets et pour qu'on ait un peu plus la possibilité de montrer un produit, un beau produit aux téléspectateurs des différentes chaînes BFM TV, BFM Sport. Autre moyen également mis à notre disposition pour contourner, entre guillemets, ce manque d'images, ce sont les conférences de presse. Forcément, les conférences de presse d'avant compétition, où là, on peut rencontrer les athlètes, on peut enregistrer des plateaux froids avec eux, donc un entretien de 2-3 minutes, questions-réponses, qui permet d'alimenter donc les chaînes. Donc ça, BFM TV notamment est très friand de ce genre de procédés, et notamment bien sûr avec les têtes d'affiche comme Kevin Mayer, Pierre-Ambroise Boss ou encore d'autres stars de l'équipe de France comme Christophe Lemaître par exemple. Et donc ces images vont nous permettre de faire les avant-sujets. Ensuite, il y a les après-sujets, et c'est là où c'est compliqué. C'est qu'une fois qu'il y a eu un événement, une fois qu'il y a eu une médaille, une fois qu'il y a eu une grosse performance, du fait qu'on ait très peu d'images, là, on se retrouve très rapidement coincé, parce qu'on ne peut plus mettre d'images d'entraînement, on ne peut plus mettre d'images de conférences de presse, vraiment très, très succinctement. Donc, on a utilisé, en l'occurrence pour les mondiaux à Londres, sur un exemple concret comme Pierre-Ambroise Boss, champion du monde du 800 mètres, on a pris donc les images
principales images de la course de Pierre-Ambroise Bosse sur son 800 mètres, avec le respect du 1 minute 30 par heure. Donc on a, notamment pour BFM TV ou BFM Sport, monté un sujet avec une trentaine ou une quarantaine de secondes de la course de Pierre-Ambroise Bosse, avec agrémenté d'images de lui en coulisses qu'on avait tourné notamment avec SFR Sport. Donc là, on a fait marcher la synergie. Mais le problème, et là, il est de taille sur un événement comme celui de Londres lorsqu'on n'est pas détenteur de droit, c'est qu'on n'a pas le droit, vu qu'on n'avait pas payé, on n'avait pas acheté d'image, nos caméras ne pouvaient pas rentrer dans l'enceinte du stade. C'est-à-dire que toutes les réactions d'après-course, les images de joie, les interviews de l'entourage de Pierre-Ambroise Bosse, par exemple, on ne pouvait pas les tourner dans l'enceinte du stade. Donc la contrainte, c'était de les faire sortir du stade, ou du moins de faire les images, les réactions, les sons en dehors du stade, donc juste à la périphérie, à la limite du stade. Donc vous imaginez un soir de titre de champion du monde, Pierre-Ambroise Bosse sollicité par tous les médias français et autres médias étrangers, vu la performance qu'il avait réalisée, lui demander de sortir du stade pour faire 3 minutes d'interview. Forcément, c'est un tour de force compliqué. Mais comme le disait Pascal, avec le relationnel, avec le vécu, c'est plus facile. C'est un long travail qui paye sur ces moments-là et qui nous permet de réaliser notre travail malgré les contraintes que nous avons au départ. Et on parlait tout à l'heure en préambule de la présentation cet après-midi de contournement des règles. Donc nous, forcément, il y a plein de moments, plein d'instants, on est obligé de contourner ces règles. Et là, à chaque fois, on fait parler notre synergie parce qu'il y a à la fois les chaînes de télé BFM Sport, BFM TV, SFR Sport, mais également la radio RMC, puisque moi, je travaillais à la fois pour RMC et pour les chaînes de télé. Donc pendant les championnats du monde, je commentais donc pour RMC les mondiaux. Et nous avions une zone mixte en direct pour RMC. Toutes les réactions que nous faisions des médaillés, des athlètes français ou autres étrangers qui passaient en direct à l'antenne étaient basculées au pôle télé et habillées, en attendant d'avoir les réacs face cam, habillées avec des photos de la course prises donc sur les différents sites de photos. Voilà, ça c'est une petite manip, une petite magouille entre guillemets qui permettait notamment à BFM TV d'avoir un sujet dans l'heure qui suivait l'événement, qui tenait à peu près la route, certes pas avec Pierre-Ambroise Bosse face cam, en attendant que Pierre-Ambroise Bosse apparaisse un peu plus tard dans la soirée, une fois qu'il avait terminé toutes les sollicitations, mais ça nous permettait d'être réactifs pour BFM TV. Pareil pour tout ce qui est INSAD. Alors tout à l'heure, on a évoqué effectivement que SFR Sport avait l'exclusivité de l'INSIDE dans l'équipe de France pour ces mondiaux. On était la seule chaîne de télé qui pouvait filmer les Bleus dans leur hôtel, dans leur intimité. Mais pareil, il y avait la même contrainte. Une fois dans l'enceinte du stade, c'était 0 caméra. Autre précision également, en termes de réactivité, vous savez, BFM TV, donc, c'est une chaîne qui marche vraiment sur l'événement et qui réagit vraiment au coup par coup pendant toute la journée. Par exemple, ils vont vous laisser tranquille. Par exemple, le soir de Pierre-Ambroise Bosse, personne n'avait prévu qu'il soit champion du monde. Hein. On était plus focalisé sur Renaud Lavillenie ce soir-là. Est arrivé le titre de champion du monde de Pierre-Ambroise Bosse. BFM TV, bien sûr, s'est réveillé dans la minute qui suivait. Il fallait être réactif. Nous avions bien sûr un point de duplex pendant tous les mondiaux, juste à la limite du stade, toujours avec cette contrainte. Donc le reporter, enfin le JRI qui était dédié à faire les duplex, était en position. Mais petite précision, c'est qu'il fallait qu'il réagisse, qu'il intervienne à l'antenne quasiment dans les 3 minutes qui suivaient le titre de Pierre-Ambroise Bosse. Et il fallait qu'il ait vu la course. Donc là, forcément, très compliqué, parce que le point de duplex n'est pas dans le stade, il est juste à la sortie du stade, mais il faut y arriver. Donc ce qui s'est passé, c'est que le reporter en question a regardé la course du haut des tribunes, vraiment à la limite, tout en haut des tribunes, pour quand même raconter quelque chose qui tenait la route et vraiment rendre compte de ce qui s'était passé au stade olympique. Il a couru jusqu'au point de duplex
pour être dans les 2 minutes qui suivaient la médaille d'or de Pierre-Ambroise Bosse, comme si de rien n'était pour le téléspectateur. Voilà. Ça, c'est l'une aussi. C'est sportif. C'est sportif. On les entraîne au fur et à mesure de l'année. Ils sont assez opérationnels. Et pareil, vous imaginez, donc toujours pour en revenir sur cette soirée mémorable, forcément, nous, on se fait un point d'honneur, notamment pour BFM TV, enfin moi, parce que je suis passionné d'athlétisme depuis des années, et je veux le faire, et à chaque fois, on arrive à le faire de par notre connivence avec les athlètes sur le temps, sur la durée, d'avoir tous les médaillés à l'antenne. Puisque BFM TV, c'est une chaîne qui est quand même très regardée par beaucoup de Français. Et voilà, les championnats du monde d'athlétisme, c'est un événement, c'est le sport numéro 1 olympique. Quand il y a un médaillé français, on se doit de quand même l'avoir en interview, ne fût-ce que quelques minutes. Et donc, on a une nouvelle fois réussi le tour de passe-passe pour avoir tous les médaillés 2-3 minutes en direct ou en enregistré le soir de leur médaille, en dehors du stade. Là aussi, pareil, tour de force pour les convaincre, après toutes les sollicitations, pour les faire venir et pour qu'ils soient encore frais et dispo pour nous répondre avec le sourire et leur médaille. Donc voilà, c'est beaucoup de contraintes, mais bon voilà, ça rend ce métier intéressant, enrichissant, et on se rend compte que voilà, on fait à la fois un métier de journaliste parce qu'on rend compte de l'événement, on relate l'événement, on essaye de raconter des histoires parce que ça aussi c'est un peu notre priorité. Enfin moi en tout cas, je l'envisage comme ça, c'est de raconter des belles histoires aussi, hein, parce qu'on parlait des contraintes journalistiques. Une chaîne comme BFM TV, par exemple, ne jure que par les têtes d'affiche, parce qu'eux, ils s'adressent au grand public. Donc il y a des athlètes de l'équipe de France qui, a priori, s'ils ne font rien, ne les intéressera jamais. Voilà, Kevin Mayer, Pierre-Ambroise Bosse, Christophe Lemaître, Jimmy Vico, ça les intéresse s'ils font quelque chose. Mais il faut raconter des histoires à travers eux, et ils ont tous, chacun, une histoire en creusant un petit peu. Et ça aussi, ça fait partie des contraintes que nous avons, parce que parfois, on essaie de leur vendre de belles histoires. Les athlètes ne sont pas forcément connus, mais voilà, eux, ils ont un choix éditorial, et il faut se plier à leur choix de toute façon. Et voilà, donc, mais bon, si on a des belles histoires pour raconter pour chacun, il n'y a pas de raison que pour les têtes d'affiche, on n'ait pas une belle histoire à raconter. Merci beaucoup pour ces précisions donc, du quotidien sur le terrain. Alors, il y a un acteur dans toutes ces questions dont on n'a pas du tout parlé en fait, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant de l'observer. C'est les communicants. Parce que face aux journalistes, il y a quand même des gens qui sont payés pour gérer les journalistes, pour fournir de l'information, etc. Donc, Marion, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots? Donc, tu travailles pour l'équipe cycliste Fortunéo. Tu peux nous dire 2-3 mots sur en quoi consiste ton travail concrètement et comment tu gères donc les relations journalistes? Est-ce que finalement les journalistes aussi ne te posent pas de problèmes parfois, les dispositifs journalistiques notamment qui peuvent être parfois imposants? Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis chargée de communication de l'équipe Fortunéo Oscaro. Une grande partie de mon boulot c'est d'être attachée de presse et en particulier sur le Tour de France. Et surtout, donc, nous, on n'est pas là du tout pour bloquer les journalistes. Au contraire, on est là pour faire le lien. Et par contre, sur le Tour de France, on a aussi beaucoup de contraintes. Et c'est pour ça qu'on est obligé de sélectionner les interviews et on ne peut pas accorder des interviews à tout le monde. Notamment, donc, la première, ce sera le repos du sportif. Un coureur cycliste, donc sur un Tour de France, c'est 21 étapes de 200 km. Et nous, donc à la télé, on voit l'étape en intégralité maintenant. Mais ce qu'on ne voit pas avant, c'est qu'ils se lèvent à 8 heures pour prendre leur petit-déj, qu'il y a un transfert souvent d'1 heure entre l'hôtel où on est et le lieu de départ, qu'ils arrivent 1h30 avant le départ. Donc ensuite, ils ont la course, puis on arrive vers 5 heures la course. Ils repartent vers 18 heures. Ils ne sont pas à l'hôtel avant 19. Et en fait, ils n'ont pas de temps. Donc c'est pour ça, donc entre le repos du sportif et nous, le fait que, contrairement à dans un stade où il y a des zones médias, nous on n'en a pas. Donc on est obligé de faire les interviews au pied du bus le matin. Donc ça fait 2 contraintes qu'il faut prendre en considération. Et après, nous on a tout intérêt à avoir des médias,
parce que donc, le cyclisme, donc, on est un des 2 sports avec la voile où on porte le nom de notre sponsor. Donc nous, notre équipe, c'est Fortuné Oscaro. Et on dépense 100% des financements des sponsors. Donc, eux, ils attendent de la visibilité. Donc, on est obligé, d'un côté, de leur donner cette visibilité et donc de travailler avec les journalistes. C'est pour ça que nous, on est plutôt friands d'avoir des reportages sur nous. Et ensuite, donc bien sûr, faut les sélectionner. Et après, donc nous, quand on accueille des journalistes au sein de l'équipe, ça va être beaucoup plus simple pour nous d'avoir une seule personne à gérer, donc une GRI, que d'avoir un caméraman, un journaliste et un preneur de son, par exemple, parce qu'on est dans des espaces restreints. Donc, dans le milieu du cyclisme, l'interview que tout le monde veut faire, c'est dans le bus. Tout le monde veut voir l'intérieur du bus des cyclistes. Et là, on peut faire monter qu'une personne. Donc, c'est pour ça que nous, on apprécie de travailler avec des GRI. Et par contre, on a quand même des expériences différentes entre donc, Eurosport, qui souvent envoie une seule personne filmer. On peut avoir France Télé qui envoie 1 ou 2 personnes. Les JT, souvent, qui envoient 3 personnes. Donc là, c'est impossible de monter dans le bus. Et après, on a aussi donc, les extrêmes. Donc, on a eu cette année un reportage avec Tout le monde veut prendre pas tout le monde veut prendre sa place. Touche pas à mon poste. C'est les enquêtes de Touche pas à mon poste. Et là, ils sont venus filmer. En tout, c'était une équipe de 8 personnes. Donc ça, à organiser, c'est aussi extrêmement compliqué. C'est ça. Non, ils sont venus du coup lors d'une journée de repos. Et à côté, on a aussi donc, des chaînes d'information continue qui parfois nous demandent du contenu et nous demandent à nous, attachés de presse, de filmer des images à l'iPhone et de leur envoyer. Donc il y a vraiment sur le Tour de France, on voit un peu de tout. Donc entre envoyer des images à la presse ou accueillir 8 personnes pour une équipe, c'est pas du tout la même chose. Donc, après, j'ai des anecdotes un peu sur tout ça, mais je vais peut-être pas monopoliser la parole trop longtemps. On aura sûrement, je pense, des questions. Mais pour compléter le tour de parole de nos invités professionnels, avant d'ouvrir le débat avec nos collègues enseignants-chercheurs et tout le monde, je vais me tourner vers Olivier Dufour pour poser une double question entre 2 qualités d'anciens cadres chez Bein et puis aussi des consultants, notamment sur la question des stratégies numériques. Et la question, c'est d'abord pour Bein, est-ce qu'il y a de la place pour du journalisme dans un média? Parce que là, on a 2 médias, donc un média de service public et puis un média d'actualité chaude, enfin 2 médias d'actualité chaude. Est-ce qu'il y a de la place pour du journalisme dans un média comme Bein, qui est quand même beaucoup plus centré sur la diffusion de contenu, sur l'achat de droits, où on a des matchs parfois diffusés sans commentaire? Et la deuxième question, c'est également quel type de stratégie sur les médias numériques peut accompagner ce genre d'événements sportifs de ton point de vue? Merci pour la question, elle est très directe et je vais essayer d'avoir une réponse tout aussi directe sur la place ou l'espace de liberté chez Bein. Je rappelle que je ne représente plus le groupe, mais je témoigne de ce qui a été mon expérience. C'est totalement conscientisé, assumé, dans une certaine mesure, je pense, affiché à travers les antennes de Bein. Il y a une couverture éditoriale verticalisée, des propriétés en stock qui sont couvertes en termes d'acquisition de droits, très clairement. Donc ce qui est dans le portefeuille de diffusion est couvert, ce qui ne l'est pas, ne l'est purement et simplement pas. Bein fait l'impasse. C'est peut-être pas aussi manichéen que ça, parce qu'il y a quand même des magazines hebdomadaires qui couvrent l'actualité sportive de manière plus transverse, mais quand même il y a une grosse teinte éditoriale autour de la couverture des événements, avec une volonté affichée de magnifier ces événements, avec du coup, pour les journalistes qui sont plus sensibles ou enclins à aller vers de la production, des opportunités énormes, parce que là, Bein s'avère être sur certains événements host, notamment tous les événements qui se multiplient au Qatar en termes de championnat du monde de cyclisme, en termes de tennis ATP, en termes de gymnastique, en termes de... je dois en oublier.
Et là, il y a des gros moyens qui sont mis en place, il y a de très belles productions qui sont faites. Et dans un sens, la production est censée refléter une intention journalistique et une ligne éditoriale. C'est le cas, mais on a parfois un petit peu aussi l'impression que le journaliste s'inscrit plus dans un dispositif de production que le contraire. Malgré tout, ça crée des opportunités, un cadre de travail qui peut être sympathique. beIN n'est pas une autorité sportive au sens de ce que l'équipe peut l'être, de ce que les confrères de France Télévisions et BFM peuvent l'être. Non, on diffuse des images, on magnifie les sports que l'on couvre. Cela est sous-tendu pour ces choix verticaux qui sont faits par une très forte expertise. Ça ne veut pas dire qu'on fait juste de l'entertainment et qu'on donne des belles images à voir. Et là, il y a des investissements forts et une réflexion éditoriale très, très poussée autour de la mobilisation d'experts en particulier. Je faisais un petit update tout à l'heure sur le site de beIN, de tous les experts qui peuvent être mobilisés sur les différents plateaux, que ce soit évidemment en football et sur toutes les ligues. On trouve vraiment, je ne sais pas, c'est qu'un exemple, mais Da Fonseca sur la Liga, voilà, il y a des équivalents sur les autres ligues européennes, sur le rugby, sur des choses aussi verticales que la boxe, le handball, etc. Donc là, il y a vraiment un dispositif éditorial fort et qui se matérialise en dehors de la production des événements eux-mêmes par une multitude de plateaux où là, on a vraiment un niveau d'expertise qui est extrêmement fort. Donc voilà, c'est une politique éditoriale assez franche, assez extrême. Et du coup, aux spectateurs, plus qu'à moi de dire si ça fonctionne. Le cadre de production, il est tout aussi contraint que ce qui nous a été expliqué, et tout beIN qu'il soit. Voilà, s'il n'y a pas les droits, il n'y a pas d'accès. Quand il y a les droits, ça reste tout aussi compliqué. On peut pas outrepasser les règles, les zones mixtes, etc. Je voudrais parler une seconde du digital, c'est le domaine que je connais le mieux. Et là, je vais avoir un témoignage qui est un petit peu mitigé et honnête en même temps. Par prolongation de ce que je viens de dire, il n'y a pas plus d'innovation et d'investigation journalistique dans la partie digitale que dans le reste de la couverture télévisuelle, plutôt même moins. Mais par contre, en termes d'exploitation des formats, il y a vraiment des opportunités fortes là, et ça rejoint un petit peu aussi le discours que j'avais ce matin par rapport à l'irruption des GAFA dans le dispositif des droits. Quand un Facebook, un YouTube ou un Twitter arrive, c'est sympa, mais c'est un format spécifique, il y a des interactivités spécifiques, il y a une écriture spécifique qui reste à inventer, et donc il y a vraiment des opportunités pour des journalistes pour s'intégrer là-dedans. Et plus que l'acceptation commune du journaliste qui va faire de l'investigation, collecter ses informations, les trier, catégoriser, etc. Là, ça va être plus une réflexion sur les formats, sur la manière de mobiliser l'interactivité, les réseaux sociaux, comment on mobilise du multicam dans un dispositif numérique qui le supporte, à contrario évidemment d'une diffusion télévisuelle classique. Est-ce qu'il faut mettre du multicam partout? Est-ce que du multicam linéaire sur un match de foot a du sens? Est-ce que le multicam dans des instant highlights n'est pas plus pertinent? Est-ce que c'est pas le multicam en général qui est pas très important et un petit peu gadget, et est-ce que c'est pas plutôt sur les instant highlights et après sur toute l'interactivité autour des réseaux sociaux qu'il faut réfléchir? Donc ce type de réflexions sont importantes dans une chaîne comme beIN ou équivalente, et plus généralement dans le cadre d'évolution de la distribution multicanal du sport. Et là, il y a vraiment une réflexion que moi je considère journalistique. Le format le fond, est concomitant du fond, en fait, à travers les différents canaux de distribution. Et là, il y a vraiment des opportunités. Et le dernier point que je voudrais souligner, qui s'est révélé, je trouve, en tout cas à moi récemment, c'est qu'on a longtemps, et je serais curieux d'avoir l'avis de mes collègues, on a longtemps poursuivi, je ne veux pas dire le mythe, mais en tout cas l'objectif d'une rédaction intégrée et multimodale.
Et alors, pour le coup, pour un média qui a une vraie autorité sportive, qui couvre tous les sports, ça a sûrement du sens. Et ce que j'ai remarqué à beIN et chez nombre de médias adossés à une télévision, c'est qu'il y a finalement quasiment un renoncement et de guerre lasse. Les rédactions digitales restent séparées, un petit peu verrues, à côté des rédactions plus traditionnelles télé. Et finalement, c'est pas plus mal, et ça se traduit par un drôle de process et de workflow, où finalement, plutôt que de faire ce qui serait logique de faire en termes d'ingénierie documentaire, c'est-à-dire mobiliser des assets et après les packager et les incarner d'une manière particulière pour tel ou tel canal de distribution, ça devrait être la manière de faire. Mais finalement, c'est trop compliqué, c'est trop de discussions, c'est trop de négociations avec les directions techniques. Et les rédactions digitales vont finalement prendre le flux linéaire tel qu'il est, tel qu'il a été produit pour l'antenne, et avec des nouvelles plateformes et aujourd'hui des nouveaux outils de clipping automatique, redisséquer ça, donc quelque part déconstruire ce qui a été construit en amont, et ce faisant, gagner une certaine autonomie qui va permettre après de regranulariser la matière et pour le coup de jouer beaucoup plus facilement avec cette dernière sur tous les supports et en particulier les réseaux sociaux. Et du coup, la rédaction digitale, qui était toujours un peu le parent pauvre ou le machin à côté de la rédaction tout court, est en train de se réautonomiser et ça crée des nouvelles opportunités et ça donne les outils pour envisager réellement des nouvelles écritures digitales qu'on pressentait, qu'on poursuivait depuis longtemps, mais qu'on avait un petit peu de mal à mettre en œuvre. Et je ne veux pas faire la promotion d'aucune société, mais je pense à des plateformes comme les plateformes de Grabio ou de Wildmocha, une société française. Vraiment, ça devient un outil d'infrastructure centrale dans les rédactions. On plug toutes les chaînes linéaires, comme je disais, on les prend telles qu'elles sont. On tronçonne ça à la hache, parfois de manière automatisée pendant un match sur la base des descriptions Opta, quand il y a un but qui tombe, quand il y a une action qui se passe. Et après, on peut, de ces N chaînes qui rentrent, croisées par M événements qui tombent, on a une matrice de contenu avec laquelle on peut jouer et grâce à laquelle on peut mettre en place des stratégies éditoriales digitales tout à fait intéressantes. Donc c'est en ce sens que je disais, mon témoignage est un peu mitigé. Il y a des contraintes, elles sont très fortes, depuis la production initiale jusqu'à ce que peut faire une rédaction digitale, mais il y a aussi des opportunités et des nouveaux formats qui permettent de jouer. Je pense que c'est aux journalistes aussi de s'inscrire dans ce dispositif et de contribuer à inventer ces nouvelles écritures. Merci Olivier pour ce témoignage et pour avoir intégré aussi ce paramètre technologique qui aujourd'hui est de plus en plus central dans les stratégies des médias. Bon, je ne suis pas sûr qu'on est tout à fait dans le journalisme. Je dirais qu'on est à la frontière du marketing, du journalisme et du traitement technologique du contenu. Mais on a là beaucoup de matière, donc je pense qu'on peut... alors je commence peut-être par vous. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce qui a été dit, sur ce que les collègues ont dit ou il y a des questions tout de suite au public, je ne sais pas. Peut-être toi. Moi, je pense qu'on passe plutôt aux questions, parce que là, l'air de rien, on est dans le cœur du sujet pour vos futurs métiers. À la fois dans les processus, on l'a vu, mutualisation des contenus, synergie des équipes, mise en place des dispositifs technologiques qui permettent de reprendre les matières premières, de les retravailler pour ensuite repenser la multidistribution, etc. Et effectivement, la place, c'est le journaliste dans tout ça. Je rajoute aussi la question de les statuts, parce qu'on voit bien que sur le terrain, il y a des fois pas de journalistes, mais des caméramans, des gens qui captent des images qui seront traitées à un autre endroit. Voilà, donc c'est important. Là, ça interroge clairement plein de choses qui vont vous concerner très rapidement. Parce que là, on voit des tendances qui sont pour le sport, mais ces tendances-là, on les retrouve évidemment dans d'autres espaces de production journalistique. Et là, je pense que c'est le moment pour vous. Vous avez quand même sur le plateau un certain nombre de gens qui peuvent vous apporter des expériences et des réponses. C'est le moment d'y aller franchement, quoi. L'incitation est très forte, donc la parole est au public. Tu as mis la pression sur tout le monde. Pour rebondir sur ce que tu disais, sur le S du journalisme,
pour le coup, je ne suis pas dans le numérique, mais je pense que notre souci aujourd'hui pour un groupe de télévision classique, c'est d'aller chercher le public qui aujourd'hui n'allume plus son poste de télévision, ni pour s'informer, ni même pour suivre l'actualité sportive. Et moi, je renonce à laisser la place uniquement aux hommes de marketing sur le numérique. Et je pense qu'il y a une vraie place pour les journalistes à retravailler la matière effectivement qui est mise à leur disposition de manière très organisée et efficace pour créer des nouveaux formats qui seront du journalisme. Et avec aujourd'hui l'accès à des données, alors le sport, on n'en a pas parlé aujourd'hui, vous en avez peut-être parlé hier, je ne sais pas, mais il y a un domaine qui est super important pour le sport, c'est la collecte et la mise à disposition de données de toutes sortes. Alors c'est vrai dans le cyclisme, c'est vrai dans le foot, c'est vrai alors parfois à outrance, c'est-à-dire qu'on n'en voit plus le match, mais on voit toutes les données, le nombre que ce soit en tennis, en foot, ça devient parfois excessif, parce que c'est comme tout, quand ça apparaît, on a un magnifique joujou et on veut en mettre partout. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a une matière très riche qui permet en direct, mais aussi après l'événement, de retravailler l'événement sportif et d'amener des clés de compréhension, alors qui valent ce qu'elles valent, mais on le fait, je dirais, sur du linéaire, et il y a un vrai appétit du public pour avoir non seulement l'image qui a fait l'actu, mais aussi les informations, les données qui permettent de mieux comprendre l'exploit sportif. Pourquoi ce jour-là, le PSG a gagné 3-0 contre le Bayern. On va regarder un petit peu la performance de chacun des joueurs avec les données qui sont désormais disponibles. On va savoir exactement le nombre de kilomètres parcourus par le joueur, le nombre de passes qu'il a faites, le nombre de ballons qu'il a perdus. Et quand on cumule les performances de chacun des joueurs, on apporte des éléments d'explication par rapport à un score et à la physionomie d'un match. Donc, pour moi, ça reste du journalisme. Et pour le coup, notre démarche à nous, c'est de ne pas se dire le numérique, c'est du marketing. Ce qui est vrai, c'est que parfois, c'est un peu choquant quand on est journaliste et qu'on entend le discours des pros du numérique sur la manière dont ils veulent présenter les choses pour aller chercher de l'audience. C'est sûr que ça peut parfois un peu choquer. Raison de plus pour occuper ce terrain-là et proposer du contenu éditorial. Voilà, c'était ma réaction. Très bien, donc la parole est ouverte. On t'écoute. Moi, j'avais une question pour Laurent Camus, pour revenir sur votre thèse. Vous dites que les personnes qui accompagnent les réalisateurs et qui choisissent les plans, qui choisissent les ralentis, qui choisissent les caméras en fait, qui vont être montrées en direct, ils sont eux-mêmes dépendants de la manière dont est cadrée l'image par les personnes qui sont derrière les caméras, à côté du terrain. Et ces personnes-là, d'abord, qui sait ? Est-ce que c'est des gens qui sont mis à disposition par le stade et donc par le club ? Et dans quelle mesure est-ce que la diffusion d'un match dépend de la qualité de ces cadreurs, du nombre qui sont en fonction de la qualité du stade et de la qualité du matériel disponible sur le stade, et comment est-ce qu'on s'en accommode et comment est-ce qu'on travaille avec ? Alors bon, ça dépend des dispositifs en fait. Donc sur les gros matchs, ceux que j'ai suivis et ceux que vous avez vus là, c'est les matchs du dimanche soir où là en fait ce sont des équipes qui travaillent tout le temps ensemble. Donc en fait le réalisateur choisit chacun de ses cadreurs, chacun de ses opérateurs ralentis et les ingénieurs du son. Donc c'est lui qui donne à la production des consignes pour savoir avec qui il veut travailler, sachant que en effet, comme tu l'as dit, chaque cadreur a ses manières de travailler, a ses manières de cadrer et produit des plans différents. Et par exemple, je prendrais l'exemple des caméras à l'épaule, des Steadicam. Il y a certains cadreurs qui, en Steadicam, mettent la caméra en position basse, d'autres en position haute, et ont des préférences pour travailler. Et ils ont une relative autonomie dans la production de leurs plans, qu'ils proposent aux réalisateurs. Et donc les réalisateurs les sélectionnent selon leurs caractéristiques et ont des habitudes de travail avec ces cadreurs-là. De la même façon, quand il y a une faute, il y a des routines qui doivent se mettre en place. Je vous ai montré qu'il y avait des plans serrés qui arrivaient juste avant le ralenti. Et donc le problème, c'est que des plans serrés, il y a une possibilité infinie de produire des plans serrés. Donc il faut savoir ce qu'on montre. Et donc le réalisateur a des routines avec chacun de ses cadreurs, et il sait que le cadreur de la caméra 8, il va produire un plan du joueur qui est au sol. Le cadreur de la caméra 9, il va produire un plan serré du joueur qui a commis la faute, et le cadreur de la 10, il va produire un plan de l'arbitre. Donc il faut évidemment que le réalisateur connaisse extrêmement bien ses cadreurs, et que le cadreur connaisse les réalisateurs pour produire les plans au moment où il faut. Et donc ce qui fait que c'est
impossible de ne pas connaître ces cadreurs en amont de la réalisation. Sur des plus petits dispositifs, par contre, parce que ça demande des moyens hyper importants, de mobiliser une équipe depuis Paris pour l'emmener en province, puisque les matchs se déroulent partout en France. Sur des plus petits matchs, je ne sais pas, Angers, Guingamp, là, on ne va pas faire ça. Donc il y a des équipes de prod locales qui mettent à disposition des cadreurs qui ne sont pas sélectionnés par le réalisateur. Et le réalisateur, il est juste mobilisé pour une pige, comme les cadreurs qui font leur truc. Voilà. Et les cadreurs, eux, ne bougent pas. Ils restent dans la région d'Angers ou de Nice. Moi, j'ai suivi beaucoup une équipe de Nice. Et donc, ils faisaient, à l'époque, il y avait Nice, Ajaccio et Monaco. Donc, ils faisaient Nice, Ajaccio, Monaco. Parce que le car, déplacer un car, ça demande beaucoup d'argent. Déplacer des gens, ça demande beaucoup d'argent. Donc, le car allait entre Nice, Monaco et Ajaccio. Mais pas plus loin. Et par contre, les gros matchs, là, on fait venir les gens de Paris. Voilà. Après, si je peux compléter sur ce qu'on a vu, nous, ça rejoint la deuxième partie où effectivement le réalisateur a ici un retour d'image de personnes qu'il ne connaît pas du tout et de personnes qui vont être prises sur place et qui souvent, donc là pour en tout cas un des 2 événements sur lesquels on a travaillé, est géré par des gens qui ne sont pas du tout journalistes. Donc, qui ont, et il y a aussi une bonne partie, on n'en a pas parlé ici, mais il y a toute une partie de caméras qui sont le long de, par exemple, je pense au saut en hauteur, qui sont le long des je sais pas comment on appelle ça, des barres et donc il y a aussi toutes ces caméras-là qui sont automatisées et qui sont gérées par un personnel qui est là aussi, qui n'est pas du tout journaliste et qui fonctionne aussi avec un joystick, donc vraiment avec un type d'image pour pouvoir suivre l'ensemble des éléments, d'être au-dessus, d'être à côté, il y a quand même beaucoup de caméras qui sont maintenant au sol, qui sont installées et pour lesquelles on a un gros travail qui est fait, en tout cas j'entends pour l'athlétisme, parce que ça se déplace dans pas mal de lieux. Et donc là, le réalisateur n'a pas du tout de prise, les différents réalisateurs des différentes chaînes n'ont pas du tout de prise sur les personnes et ne les connaissent pas. Parce que c'est un signal, c'est Ouais. aussi un cas d'athlétisme, c'est un signal international qui a pour spécificité de fournir aux réalisateurs de chaque diffuseur toute une série de canaux et il ne peut pas donner de consignes aux cadreurs. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit en fin de... Ah non, mais les cadreurs sur les matchs de foot ne sont pas journalistes non plus, hein, ils sont cadreurs. Mais c'est important de souligner qu'effectivement, c'est des équipes qui sont constituées et que c'est assez impressionnant de voir le travail d'équipe avec les opérateurs de ralenti. Je trouve que votre présentation était très intéressante pour ça. Je ferai une remarque simplement sur ce que vous disiez, il n'y a pas forcément de travail en amont sur le plan éditorial quant au spectacle qu'on va produire. Moi, j'ai tendance à me battre un petit peu contre ça, en considérant que la réalisation d'un événement sportif, c'est l'éditorial, et qu'il doit y avoir un discours avec les responsables éditoriaux pour savoir quel type de match on veut présenter, quelle histoire on veut raconter. Et j'ai eu le débat sur le rugby, par exemple, où on peut considérer par moment, en fonction du type de cadrage que privilégie le réalisateur et qu'il va transmettre du coup à chacun des cadreurs, de filmer un match de rugby un petit peu en large pour avoir une vue un peu générale et pour que quelqu'un qui ne connaît pas forcément le rugby voit comment les joueurs se déplacent, et d'autres réalisateurs qui vont privilégier les loupes, les gros plans, parce que le geste est spectaculaire, parce qu'on va voir des ralentis où on voit la puissance d'un pack, on va voir la beauté d'une passe, sans forcément comprendre ce qui s'est passé sur le terrain. Et moi, j'ai eu déjà des débats intéressants avec, en l'occurrence, un réalisateur qui réalise beaucoup de rugby chez nous et qui est prêt à discuter de la manière dont on va raconter ce jour-là une histoire. Et ça, c'est un débat qui a lieu en amont du match. Ensuite, c'est vrai, quand on est dans le direct, cette affaire d'automatisme, c'est assez impressionnant. Mais ça n'interdit pas, je pense, un travail éditorial sur quelle histoire on veut raconter le jour J au moment du direct. Oui, non, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'était pas du tout mon intention que dire qu'il n'y a pas de travail éditorial. Au contraire, je pense qu'il y a un travail éditorial énorme. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que l'une des choses que les réalisateurs apprécient dans leur travail, c'est justement une certaine autonomie vis-à-vis du travail éditorial, et qu'ils parviennent sur des petites choses qui sont, à leur dire, même pas perceptibles par les producteurs eux-mêmes, à s'abstraire des contraintes éditoriales pour justement proposer des plans alternatifs ou des plans qui étaient inattendus. Bon, et à France 2, avec Fred Godard, vous avez quelqu'un qui use et même parfois abuse de ce type de plan, mais en tout cas, justement, ils ont cette volonté d'avoir une singularité dans leur travail et
et de raconter une histoire justement par rapport à ça. Et c'est la confrontation des convictions de chacun qui est intéressante pour aboutir, on espère, à un résultat correct. Si je peux me permettre de compléter là-dessus, je suis tout à fait d'accord évidemment sur le fait que ça doit être le journalisme qui drive jusqu'à la production et la manière dont les choses sont tournées, ce qui veut dire que les journalistes et les producteurs doivent s'emparer de toutes les possibilités et les potentialités des nouvelles écritures et des nouveaux canaux de distribution. Ce que je veux dire par là, c'est que nombre d'innovations excusez-moi, qu'on a vu arriver dernièrement, enfin c'est plus si récent que ça, hein, ça avait commencé par la Canal Football App avec le multicam et les instant highlights, et je pourrais citer d'autres exemples. Ce sont des innovations qui arrivent par la technologie quelque part et par les fournisseurs. En l'occurrence là c'était EVS, un beau jour ils ont dit dans le car régie qu'on a vu, selon le process que tu as existé, maintenant il y a un mec de plus qui en plus log les actions qui vont déclencher leur tronçonnage, l'encodage de certaines des caméras, et tout ça va remonter dans le réseau pour être publié sur les écrans digitaux. C'est vraiment une innovation qui est arrivée. Alors bon, c'est peut-être un petit peu normal que l'innovation soit en avance de phase, mais il faut que l'éditorial se le réapproprie très rapidement. Et c'est pas toujours le cas. Et moi j'ai vu certains dispositifs technologiques arriver sur le marché. On les a mobilisés pour voir, quasiment. Et c'est en marchant et empiriquement qu'on a vu, par les retours d'usage qu'on peut mesurer très facilement sur le digital, que certains qui semblaient prometteurs étaient des vraies fausses bonnes idées, ne payaient pas en termes d'audience, que d'autres qu'on supposait peut-être anecdotiques marchaient beaucoup mieux. Et tout ça est venu de l'expérience empirique, plus que d'une démarche un peu top-down éditoriale. Donc c'est vraiment important aussi que les gens d'éditorial se réemparent complètement de cette palette technologique qui est mise à leur disposition aujourd'hui. Je veux juste ajouter quelque chose. J'ai peut-être un peu cassé l'ambiance, mais je pense que pour qu'il y ait de l'éditorial, des discussions, on se rencontre, on discute, etc., il faut aussi pouvoir avoir des équipes stabilisées sur le terme, sur au moins un moyen terme. Or, on voit quand même aujourd'hui se développer des pratiques de recrutement, des pratiques de précarisation du travail des journalistes, il ne faut quand même pas se le cacher, qui font que ce collectif qui devrait se constituer, non pas seulement autour d'un événement, mais aussi autour effectivement d'une éditoriale, etc., est quand même mis à mal par un nombre de chaînes assez importantes quand même. Hein. Je veux dire, voilà, donc il faut un peu pondérer tout ça, je dirais. D'accord. Quand on est seul sur le terrain ou à deux et qu'il faut aller faire l'entretien, aller faire l'interview, faire sa place, en même temps prendre le son, faire sa place, puis ensuite très vite voir si les images sont propres, les envoyer ailleurs, et que c'est pas forcément vous qui allez voir justement la maîtrise de la belle histoire, mais ça va être d'autres personnes qui sont même pas sur place qui vont avoir la maîtrise de la belle histoire, même si on peut en discuter par téléphone ou par SMS, etc. Que tout ça est dans l'urgence parce que vous produisez effectivement sur des temporalités différentes, parce que vous avez des chaînes d'un groupe ou plusieurs chaînes parce que vous êtes éventuellement, vous travaillez pour plusieurs acteurs, et que donc vous devez être dans la productivité hyper vite, la polyvalence, etc., hyper vite. Je veux dire, là, n'est-ce pas ? Non, c'est pas propre aux journalistes sportifs. Mais du coup aussi, ça explique, à mon sens, ça explique pourquoi aussi, peut-être, on retombe toujours sur les mêmes paradigmes des bonnes histoires. L'émotion, c'est un paradigme, entre guillemets, oui, effectivement, on ressent de l'émotion. Encore faut-il définir ce qu'on entend par émotion quand on regarde du sport, et encore, pas tout le monde, mais peu importe. Mais je veux dire, effectivement, et certaines séquences donnent... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de tomber sur l'émotion que derrière, on a des conditions de production. Voilà. Après, il y a des ficelles. Enfin, je veux dire, clairement, il y a des ficelles. Alors après, il y a des ficelles aussi parce qu'il y a des temps morts. Eugénie l'a dit tout à l'heure, effectivement, pendant les temps morts, il faut pouvoir... alimenter l'antenne, et donc là les ficelles sont importantes, mais il y a aussi des ficelles dans les grandes histoires, dans les belles histoires, et ces ficelles sont aussi liées à les conditions de production. Voilà,
Oui, j'avais une question qui était dans cette continuité-là. Moi, je suis frappé par le décalage qu'il y a entre le constat de la multiplication des canaux, hein, l'appel à trouver de nouvelles écritures, investir ces nouveaux supports, et ici, le manque d'informations sur la façon dont on produit spécifiquement l'information pour ces supports. On a très peu d'éléments là-dessus. C'est-à-dire que lorsque tu parles de Be In Sport, tu dis... Ouais, sur l'investigation, sur la production de l'information, là, ils n'ont pas de réflexion très aboutie. Par contre, ils réfléchissent beaucoup à la nature de l'interactivité qui doit s'organiser, les modes techniques d'organiser ça. Pour SFR Sport, moi, je n'ai pas entendu grand-chose sur le dispositif spécifique qui avait été mis par cette chaîne. Alors, la question, c'est en fait... Est-ce que, malgré tout le grand discours sur les médias numériques qui sont l'avenir, enfin les nouveaux médias numériques qui sont l'avenir, est-ce que finalement, les contenus qui sont diffusés sur ces médias, ils ne sont pas produits, heureusement, par ceux que l'on désigne comme les vieux médias? C'est important en termes de formation, puisqu'on s'adresse à des journalistes. On pourrait laisser penser que, comme il y a une nécessité de formation à ces nouveaux médias qui font partie de l'avenir journalistique, il faudrait peut-être commencer par la formation aux nouveaux médias. Mais quand je vous entends, je me dis, il vaut mieux, comme le fait d'ailleurs l'IUT de Lannion, commencer par la bonne vieille presse écrite, parce que c'est pas sûr que les nouveaux médias financent de la production d'informations, finalement. C'est ça dont on parle. Vous parlez en termes d'organisation pendant les championnats du monde, par exemple, comment on s'organisait ou d'une manière générale Comment est-ce que, voilà, quelle était l'équipe envoyée par SFR Sport? Combien de journalistes comparé à RMC, comparé à BFM, Alors, par exemple? Je vais parler de globalité parce qu'en fait, on était amené à travailler pour tous les supports du groupe, hormis SFR, puisque SFR, il y avait un JRI dédié en inside avec l'équipe de France qui tournait des images tous les jours en termes pour faire 2 documentaires qui sont passés juste après les championnats du monde. Donc lui, il travaillait vraiment en autonomie et pas dans son coin parce qu'on se voyait tous les jours, mais enfin, il faisait sa propre production lui-même. On ne pouvait pas l'aider parce que nous, on était par Mont et par Vaux entre RMC, BFM TV, BFM Sport. Mais donc, avec ce JRI et nous, on était une équipe de 8 personnes. Comprenant donc 4 journalistes, le JRI dont je vous ai parlé, 2 chefs de car pour assurer les duplex, un qui travaillait le matin et un qui travaillait le soir, et une consultante pour l'antenne radio et également pour les antennes télé. Donc en fait, on était une équipe de 8 et on travaillait pour 4 médias différents pendant 10 jours. Pour vous donner un ordre d'idée, notamment pour la radio, là donc on sort un peu de la branche télé, mais bon, comme tout est lié chez nous, on a produit à peu près en radio 60 heures de direct sur 10 jours de compétition. Voilà. Et donc avec une réunion le matin, forcément, avec le partage des tâches, mini-conférence de rédaction entre nous, qu'on faisait donc pour savoir qui faisait quoi, comment on s'organisait. On anticipait, on essayait d'anticiper les gros coups de chaud qui nous attendaient en soirée, puisque c'était les soirs qu'étaient décernés les médailles ou les éventuels titres. Donc on essaie de voir les différents cas de figure. Bon, il y en a certains qu'on n'avait pas prévus, parce que ça fait partie du jeu, forcément. Donc ça rajoute un peu de piment. Mais grosso modo, on essaie surtout de se partager les tâches et surtout qu'il n'y ait pas de bug sur l'une des différentes antennes. C'était ça toute la gymnastique. Et d'ailleurs, c'est la gymnastique qu'on est obligé d'opérer sur chacun des grands déplacements que nous faisons pour l'ensemble du groupe. Parce que, par exemple, pour la radio, on était 3 à être mobilisés en permanence pendant toute la soirée athlétisme. Ça veut dire que s'il se passait un gros truc sur l'événement de la soirée, pour la télé, on n'était pas disponible puisqu'on était bloqué 5 heures par soir en direct pour la radio. Donc en fait, c'est pour ça qu'on faisait cette réunion, notamment pour la ligne éditoriale, mais aussi pour anticiper s'il se passait quelque chose. Et par exemple, pour Pierre-Ambroise Boss, le soir où il y avait la médaille de la Villénie, tout le monde attendait la Villénie par Pierre-Ambroise Boss. Je ne vous cache pas qu'on a eu un petit coup de chaud parce que forcément, ce n'était pas prévu et on a dû s'organiser. On a réussi à retomber sur nos pattes, mais ça a mis un petit peu de temps pour que tout soit bien coordonné et que surtout à l'antenne, les téléspectateurs de BFM TV ne soient pas pris au dépourvu en se disant il raconte rien, il se passe rien, il y a rien à l'antenne, c'est nul. On a réussi à
à pallier donc l'urgence. Pareil pour BFM Sport et RMC, on est resté à l'antenne. Donc voilà. Mais après, on communique entre nous, même pendant les directs. Je réponds à des messages, à des SMS pendant qu'on est à l'antenne, pendant qu'on commente. Donc ça aussi, c'est une gymnastique. Je dois caler, parce qu'on s'appuyait, l'équipe s'appuyait beaucoup sur Nicolas Jamin et moi-même, qui connaissions l'athlétisme depuis pas mal de temps, et on savait qui contacter à quel moment il fallait en cas d'urgence. Sur des grosses soirées, oui, je me suis vu en train de caler des invités pendant qu'on était en direct, à la radio. Voilà, ça fait partie du boulot, et on le sait, de toute façon, on est habitué à fonctionner comme ça. Tous les médias ne fonctionnent pas comme ça, mais nous, c'est notre spécificité. Le fait qu'on travaille pour une radio et 3 chaînes de télé qui demandent la même chose au même moment, parce que c'est l'info, parce que c'est l'actu. Voilà. Enfin, quand je dis 3 chaînes de télé, 2, parce que SFR Sport faisait ces petits reportages plus pour l'après que pour le moment présent. Les moyens mis en œuvre et sur la logique, je dirais, pression mise sur les personnels, etc. Je dirais que pour un diffuseur, alors c'est pas du tout le cas de figure de BFM et BFM Sport, et RMC Radio. Pour un diffuseur tel que France Télévisions sur un événement tel que les mondiaux d'athlétisme, si on est dans une pure logique financière, ou en l'occurrence pour nous d'économie, on n'envoie pas 3 équipes de reportage pour assurer de la plus-value, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'inside avec les champions français, de se battre contre l'exclusivité d'SFR en essayant d'avoir un athlète français en dehors de l'hôtel. On enlève ces 3 équipes-là, on retransmet les championnats du monde et on ne reçoit pas un courrier de téléspectateurs nous disant « vous n'avez pas fait votre boulot ». C'est 0 risque. Donc c'est juste par conviction et un peu par tradition, parce que c'est une rédaction qui est au sein de France Télévisions, qui produit du contenu sport, que sur un gros événement comme celui-là, sur les Jeux Olympiques, il y a un certain nombre d'équipes de reportage qui vont sur place pour faire leur métier de reporter. Mais on ne les envoie pas, ça ne pose aucun problème aux téléspectateurs. Sur les Jeux Olympiques d'hiver, on a prévu un certain nombre d'équipes de reportage qui vont produire du reportage pour une émission qui sera produite et diffusée sur place. Si à la place de l'émission produite, on fait de la rediff ou un talk show avec 2 journalistes et 3 consultants, ça coûte pas grand-chose. Et je suis sûr qu'on ne reçoit pas un courrier de téléspectateurs. Donc c'est vraiment un choix de diffuseur et de détenteur de droit. Quelle ampleur il veut donner à son événement. Et c'est vrai qu'en fonction de la réponse, l'avenir de ceux qui, parmi vous, étudiants en journalisme, voudraient faire du journalisme sportif, dépend un peu, quoi. Si on est dans la pure diffusion d'événements, il y a ceux qui commenteront et les consultants, et puis ça sera à peu près tout. Ou si on considère qu'une production de contenu un peu plus élaborée, où on aura un vrai travail journalistique, a toujours sa place sur les chaînes, ça donnera du travail à un peu plus de monde. Et puis, il y a, j'insiste, effectivement, tout le volet numérique, où là, des journalistes qui peut-être n'auront plus la chance d'aller en reportage sur les gros événements, comme ça s'est fait jusqu'alors, pourront continuer à faire leur boulot, alors peut-être en restant au desk, mais en produisant des modules de décryptage, d'analyse de data, et ça sera un travail du journaliste, moins de reporter, mais toujours de journaliste. Des questions ? Sandy ? Juste pour rebondir, je voulais poser une question à Marion, mais avant sur il n'y aura peut-être pas de courrier de téléspectateurs, mais on peut quand même imaginer que le contenu qui est produit fait quand même une partie de la différence et de ce qui vous amène à avoir une image propre et par rapport à la concurrence. C'est une question qu'on se pose. On n'a pas de façon de le mesurer pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on peut quand même imaginer. C'est ça. Non, mais on peut imaginer que ça fait quand même une partie. Je ne sais pas, c'est une des questions qu'on se posait. C'est un peu provocateur, on s'en est déjà parlé. Mais dans une logique très froide d'audience ou de réduction de coûts, le ratio, ce que ça nous amène en termes d'audience, donc si on se place du point de vue d'un diffuseur privé, par exemple, qui va regarder si ça lui apporte quelque chose ou pas. En l'occurrence, sur un événement sportif, regardez ce que peut faire, TF1 sur le foot, à diffuser le match de foot de l'équipe de France. Il y a 7 millions de téléspectateurs.
vous ajoutez un sujet, interview, un petit peu d'image en inside, il n'y aura pas 7 millions, 100. Il y aura 7 000. Enfin, je veux dire, ça n'amène pas quelque chose en plus. Nous, on considère que, parce qu'on a des émissions aussi, ce qui n'est pas le cas forcément des diffuseurs et des chaînes de sport, on a des émissions qui se nourrissent de ce reportage-là. Et ce qu'on a tourné à Londres, il nous servira quand on retracera aussi la carrière. Enfin, c'est une politique à long terme, mais ce que je crains un petit peu, si on parle du paysage global, c'est qu'au-delà effectivement des méthodes de travail et de la parcellisation qui est poussée à l'extrême dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines du journalisme, compte tenu du coût de production, si on veut maintenir une qualité, en l'occurrence d'image, quand on parle de 20, 25 caméras, 5, 6 ralentis, avec l'équipe de production que ça représente, c'est ce qu'on va privilégier avant d'y ajouter, je dirais, la version XL avec du reportage. Je pense c'est un peu pessimiste ce que je dis, mais... Merci. En fait, ma question s'adressait à Marion, parce que tout à l'heure, on a parlé de la place de la communication, notamment dans... et justement, par rapport à toutes les contraintes qu'on a pu voir tout à l'heure, pour une partie, la communication a aidé à organiser des moments pour aider en fait à contourner plus ou moins. Il y a des conférences de presse qui servent beaucoup pour ceux qui n'ont pas les droits. Et puis, il y a aussi des moments qui sont présentés comme des moments de convivialité ou d'éléments qui seraient un peu différents, mais qui en fait sont complètement organisés pour les chaînes, et notamment pour les chaînes qui n'ont pas accès aux athlètes en dehors. Donc ça passe beaucoup par la communication. Et le deuxième élément, en parallèle de ça, et on l'a vu plus dans le foot pour l'instant, mais ça commence aussi à arriver en athlétisme, c'est une production de contenu via les clubs ou les fédérations elles-mêmes. Et ça veut dire que là, en fait, on a carrément des acteurs qui vont venir en concurrence quasiment des chaînes de télévision. Alors, on n'est pas encore sur la concurrence en termes d'audience, mais la partie digitale pourrait amener justement à montrer que les personnes qui finalement vont aussi produire, ou en tout cas contribuer à produire une partie des contenus journalistiques, sont maintenant en concurrence avec eux, notamment via le digital. Donc je voulais demander à Marion si c'était un peu si on trouvait le même fonctionnement au niveau du cyclisme, et si c'est quelque chose qui est envisagé via les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette production de contenu et le rapport aux médias. Oui. Donc nous, on produit du contenu surtout pour nos réseaux sociaux, donc tout ce qui est vidéo et photo. D'ailleurs, je travaille avec quelqu'un qui est en cours ici, qui est en 3e année, et qui est venu cette année sur le Tour de France, donc filmer. En fait, on a procédé, elle a filmé quasiment tout, et après on faisait le dispatching entre ce que nous on allait utiliser sur nos réseaux et ce qu'on donnait à nos partenaires, pour pas multiplier le nombre de caméras. Nos partenaires voulaient aussi des contenus vidéo. Donc on a donné à Fortunéo et Oscaro, nos 2 partenaires principaux, et à Look également, qui est le partenaire cycle, donc la marque de vélo. Après, on a refusé de donner... Enfin, refusé, non, mais on a une chaîne de télé qui nous a demandé de filmer pour eux. Et là, on a refusé parce qu'on était dans l'incapacité, tout simplement. Ouais. Par contre, on a par exemple de très bonnes relations avec Eurosport, et ça nous arrive de leur donner certaines images qu'ils n'ont pas eues et qu'ils ont vues sur nos réseaux et dont ils ont besoin pour alimenter leur contenu après l'étape. Donc ça nous arrive, mais c'est vraiment ponctuel. Là, on ne pouvait pas se permettre de filmer sur le Tour de France pour une autre chaîne, et on ne voulait pas non plus faire le boulot qui n'était pas le nôtre, parce que nous, alors paradoxalement, on essaie de ne pas se concentrer sur les résultats sportifs, parce que on ne sait pas si on va gagner. On aimerait bien, mais au départ du Tour de France, il y a 200 coureurs, et les victoires d'étape sont chères, et nous, on essaye de montrer tout ce qui est tous les à côté, et de ne pas se concentrer sur les résultats sportifs, et à côté d'écrire une histoire, et qui peut aussi donner des idées aux journalistes. Par exemple, au départ du Tour de France, donc on a un coureur, c'était le Benjamin du Tour de France, il part le premier en contre-la-montre, et c'est le jour de son anniversaire. Donc clairement, tout le monde en a parlé, et tout le monde était au courant de cette histoire. Par contre, ce qu'on savait moins, c'est qu'il était né à Saint-Brieuc le jour où Jackie Durand gagne un contre-la-montre, donc il y a 20 ans. Et ce jour-là, donc ça reste dans les annales du cyclisme, la victoire de Jackie Durand, parce que pendant ce contre-la-montre, donc il part le premier, il fait beau, et derrière tout le monde tombe. Donc, et comme il se met à pleuvoir, c'est lui qui gagne, alors que normalement il aurait peut-être dû être 15e. Et en fait, donc, notre coureur est né ce jour-là à Saint-Brieuc, et un des coureurs qui était tombé, qui était favori, était soigné dans l'hôpital où lui est né. Donc ça, c'est une histoire que
pas grand monde connaissait et que nous, on a voulu raconter et qu'on a également donné à des journalistes pour avoir un contenu un peu différent. Donc c'est là aussi notre rôle, c'est d'essayer pas d'aiguiller, mais voilà, de donner des petites histoires. Et pour nous, ça nous intéresse que ça ne concerne pas directement le sportif, parce que ça, on ne le maîtrise pas, même si nos coureurs ils sont entraînés, même s'ils donnent le maximum. Moi, je ne peux pas assurer qu'ils vont aller gagner une étape à l'Alpe d'Huez, alors que je peux assurer que cette histoire-là, je la connais. Et des petites histoires comme ça à donner, on en a beaucoup. Et je pense que ça intéresse aussi les journalistes d'avoir des contenus un peu différents. C'est la fameuse belle histoire. C'est ça. Oui, Nancy. Après, en fait, le problème, c'est que sur le Tour de France, nous, on a pas mal de choses à gérer et j'ai pas tout le temps de regarder les directs ou les interviews ou de lire les papiers. Donc ça, c'est un travail qu'on fait après. Mais souvent, c'est quand même assez rare de voir les histoires, elles sont rarement déformées. Et celle-là, elle était quand même assez belle. Après, il y a peu de journalistes qui sont allés jusqu'au bout de l'histoire. Souvent, on est resté juste sur déjà le joyeux anniversaire sur la rampe de lancement, le premier coureur s'est lancé, du coup il prend le maillot jaune pour quelques secondes, donc il y a déjà une super histoire. Mais après il y avait ce petit truc en plus que nous on connaissait parce qu'on connaît les sportifs, on connaît les coureurs, on est intégré à l'équipe. Et c'est en ça aussi qu'on peut aider les journalistes à avoir du contenu. Ce que je disais tout à l'heure, le fait que des équipes, des fédérations, des organisateurs souhaitent répondre à la demande des journalistes, au souhait des journalistes de trouver la belle histoire, là, dans ce cas-là, c'était très bien. C'est vrai que ça a été pas mal relayé, mais il peut y avoir la tentation de vraiment maîtriser l'histoire qui va être racontée d'un événement, du parcours d'une équipe. Et on le voit aujourd'hui en foot sur des clubs, sur des équipes nationales. On le voit, moi je le vois sur une fédération comme la fédération de tennis, où on a une équipe de France, pas à dire qu'elle brille par la régularité de ses résultats, et qu'on est souvent à la critiquer. Tout le boulot de la fédération, ça va être de raconter une belle histoire, malgré tout, ou essayer de la raconter, et donc de maîtriser les images qui vont sortir des coulisses de l'équipe de France. C'est vrai aussi pour l'équipe de France de foot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, sur la campagne de l'équipe de France de foot, on a le droit, le lendemain, toujours, au petit extrait, la causerie de Didier Deschamps à la fin du match. Bravo les gars, rendez-vous en Russie. Donc ça, c'est tourné par la fédération. Donc vous avez le FFF en haut. Nous, on met un point d'honneur à toujours indiquer que l'image est fournie par la fédération. Mais comme dans le monde économique, les clubs, les fédérations, les joueurs, les équipes de cyclisme, même si aujourd'hui encore, et on les en remercie, elles gardent encore les portes ouvertes pour les équipes de télé, donc on peut continuer de faire son métier en direct avec les coureurs et avec les directeurs sportifs, mais c'est vrai qu'il y a cette tentation de maîtriser l'histoire et de maîtriser son image jusqu'à l'extrême, et donc de livrer les images aux chaînes de télé. Et ça peut rencontrer parfois le souci des chaînes de télé de faire des économies, de ne pas mettre justement des équipes de reportage sur place. Et c'est parfait puisqu'on a du contenu gratuit qui nous est fourni. C'est de l'inside en plus, donc ça ressemble à Intérieur Sport, ça ressemble à Stade 2, ça ressemble, mais c'est pas Intérieur Sport et c'est pas Stade 2 puisque c'est produit, réalisé par ceux qui ont intérêt à véhiculer une belle image. Donc il faut toujours en rester conscient et l'utiliser comme les images de meetings fournies par les candidats à l'élection présidentielle, que les images à l'intérieur d'usines de Coca-Cola fournies par Coca-Cola. C'est une image fournie par la Fédération française de foot ou la Fédération française de tennis à des fins de communication. Voilà. Donc, ce qui n'est pas encore le cas, encore une fois, j'insiste. Et je sais que c'est compliqué pour des gens comme Marion qui s'occupent de la presse. Ce n'est pas encore le cas pour le cyclisme, et c'est tant mieux. Mais, et justement, sans aller jusqu'à la communication, est-ce qu'on n'a pas la même on va dire, prévision et autocensure? L'exemple qui était pris tout à l'heure pour dire, en fait, pour réussir à les avoir sur place, quand on a les droits mais qu'on ne peut pas aller partout, il faut en fait avoir des bons contacts avec les athlètes, et ça passe généralement par le fait de faire son métier en amont, et vous avez été plusieurs à le dire, le fait d'avoir un journaliste qui a travaillé sur un temps long, qui a passé une semaine, qui a fait un reportage, ça coûte cher. Mais donc c'est un investissement de la chaîne, mais ça veut dire aussi que dans ce type de reportage,
si on anticipe et qu'on se dit que c'est un reportage qui pourra déboucher ensuite sur des relations avec eux à l'occasion d'événements plus gros, ça veut dire que dans le reportage, on est aussi amené quand même à valoriser plutôt les athlètes et leur discipline. Ça veut dire que ça laisse quand même peu de marge pour on va dire, voilà, une éventuelle critique ou un autre regard. Ou ça veut dire qu'on est quand même sur magnifier déjà l'athlète ou l'événement, parce que sinon j'imagine que c'est encore plus dur de les avoir sur place si on les a déjà critiqués à l'occasion d'un premier reportage, quoi. On peut faire le parallèle avec le journalisme politique, c'est-à-dire que le journaliste sportif, comme il côtoie le sportif toute l'année, il n'a pas envie de se fâcher avec lui et qu'il lui claque la porte au nez la prochaine fois qu'il ira le voir. Donc c'est un peu le boulot pour le coup des rédacteurs en chef, voire des directeurs, de dire fais ton métier, dis les choses, prends du recul par rapport à ton personnage. Ça s'est passé sur, je sais pas, un Peter Sagan par exemple qui sait jouer avec les médias et avec les caméras. Il faut que le journaliste il explique que le Sagan sait jouer aussi avec la caméra, c'est savoir prendre du recul pour que le téléspectateur ne soit pas dupe. Et c'est ce travail-là qui n'est pas toujours évident, effectivement, parce qu'on les côtoie en permanence, on les tutoie. Moi, je mets un point d'honneur en direct, on ne tutoie pas un sportif, même si on le tutoie à l'extérieur, parce que ce lien de connivence que le public dénonce entre les journalistes politiques et les politiques, il existe aussi entre... moi, je ne sais pas, une conférence de presse, encore une fois, Didier Deschamps, on entend tous les journalistes sportifs tutoyer Didier Deschamps. C'est compliqué après, derrière, pour lui poser une question, en tout cas pour le public. Il a du mal à considérer que le journaliste va faire son métier en toute indépendance. Donc il faut maintenir cette distance tout en établissant le lien de confiance. Donc c'est vrai que il y a des écoles pour ça, hein, vous apprenez. En vous entendant, et c'est passionnant d'écouter les retours d'expérience des professionnels et le retour aussi des enquêtes qui ont été menées par mes collègues enseignants-chercheurs, il y a quand même quelque chose qui apparaît, et notamment l'idée qu'on est en plein dans la contrainte des pratiques journalistiques, et notamment quelque chose qu'on a commencé à réfléchir dans les années 90-2000, qui est la saturation, qui est l'excès. Alors l'excès d'image, l'excès d'individualisation, le débordement. Par exemple, on l'a vu mis à la fin des années 80 avec Jean-Paul Jaude, qui jouait avec l'esthétique du morcellement, avec l'effet clip, qui racontait une toute autre histoire et qui de toute façon, laissait penser que de toute façon, quand on regarde un match à la télévision, on regarde avant tout à la télévision. On ne regarde pas un match, mais on regarde la télévision. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Alors, la question est la suivante. L'hyperfragmentation en termes de quantification, par exemple, on l'a fait. Les ralentis, on l'a fait en début 2000. Le nombre de ralentis qu'on a compté par mi-temps, le nombre de gros plans et de très gros plans de slow motion picture et montrait que finalement le sport le football, par exemple, pour prendre ce cas-là, est devenu un sport individuel qui se pratique en équipe. Et avec Neymar, maintenant, c'est devenu quasiment indécent en termes. Alors, la question qui se pose quand on fait ce constat de débordement, d'excès qui... Je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est la caractéristique du sport, même si le sport, c'est l'esthétique de l'extrême. Est-ce que vous, en tant que professionnel, est-ce que vous, en tant qu'universitaire qui formait des journalistes, et nous on en forme aussi à Metz, est-ce qu'à un moment donné, il y a pas eu cette réflexion de dire on ralentit, on met la pause, on travaille non pas sur l'excès en disant maintenant si vous voulez réussir dans le monde du journalisme, il va falloir crier fort. On peut accompagner un coureur en finale des Jeux Olympiques, on peut l'accompagner de la voix, on peut accompagner un but en finale de la Coupe du Monde, mais se mettre à hurler pendant un match de championnat qui est tout à fait, non pas ordinaire, mais qui est récurrent, je vois pas. C'est comme des émissions de sport. Je prends Canal+, par exemple, c'est une émission qui est saturée de son. Les applaudissements, les cris, après je ne parle pas des propos qui sont tenus par certains, mais on est quand même dans cette espèce de débordement qui devient une sorte qui devient constitutif de la pratique journalistique. Et ça, c'est inquiétant pour nous qui formons des étudiants journalistes en leur disant, s'il vous plaît, vous pouvez commenter, analyser, accompagner un événement sans être obligé de vous mettre à hurler, sans être obligé d'être dans cette espèce d'excès. On peut être dans la retenue, dans une forme de recul. Alors voilà, la question est de savoir, est-ce que vous l'avez observé en tant qu'enseignant ?
Et en tant qu'enquêteur, vous qui avez fait de la recherche, et est-ce que vous, par exemple, en tant que professionnel, vous avez à un moment donné, vous êtes réunis en disant, est-ce qu'on peut parler moins fort? Est-ce qu'on peut même montrer moins d'images? Est-ce qu'on peut jouer sur une forme d'esthétique, non pas du vide, mais une esthétique qui permet aux spectateurs d'entrer dans l'événement? Voilà. Je le dis peut-être maladroitement, mais vous voyez un petit peu l'esprit qui est un esprit de décroissance, d'aller à l'encontre d'une précipitation, moi, qui m'inquiète pour les prochaines années. Je pense qu'un des premiers éléments, il faut leur dire d'ouvrir les focales. Parce que quand tu regardes d'autres télévisions dans le monde, elles ne sont pas toutes dans cette logique-là. Il y a des télévisions qui sont extrêmement reposantes, y compris en Europe. Moi, qui j'aime pas le foot, disons clairement, mais j'ai plus de plaisir à regarder un match de foot sur la télévision allemande, par exemple, ou une télévision anglaise, que, tu vois, voilà, parce qu'il y a des temps de silence. Il y a des temps de silence où je te dis ça au hasard, mais enfin, il faut regarder. C'est pas toutes les télévisions, c'est pas dans tous les pays comme ça, etc., etc. Après, tu sais, la difficulté quand on forme les journalistes, c'est une discussion qu'on aura vendredi matin, mais il y a la question de l'intégration professionnelle dans des conditions qui sont difficiles. Et je pense que déjà, il faudrait travailler, et là je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est qu'un bon journalisme qui veut travailler dans le sport. Parce que aussi sur le terrain, des fois on observe des choses, il y a une espèce de... La relation, ok, on suit longtemps, mais comme le journalisme politique, le journalisme en politique, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'un journaliste, quelqu'un qui adore le sport, est-ce que ça va être quelqu'un qui va bien gérer son rapport aux sources, bien, etc. Je ne suis pas sûr. Je veux dire, voilà, il faut avoir vraiment un travail de réflexivité sur soi-même avant de dire, je veux, pour être un bon journaliste. Parce que c'est vrai que sur le terrain, des fois, tu vois, il y a une fascination qui pose problème. Il y a une fascination pour les athlètes, mais comme il peut y avoir une fascination pour le pouvoir politique ou pour le pouvoir économique, etc. Donc c'est pas propre à cet espace-là qui, à mon sens, pose problème. Oui, mais le recul, quand même, tu vois bien la distance au rôle. Un expert, c'est quand même quelqu'un qui est capable de métacommunication, d'analyser une situation dans laquelle il s'inscrit. Enfin, je ne voudrais pas monopoliser, mais, nous, en tant que fans, on se met à genoux devant un but parce que ça nous transporte, parce qu'on perd pied. Mais un journaliste peut faire ça et en même temps être capable d'analyser. Mais comme un chercheur. Après, il y a la question de la formation. Moi, je l'ai dit ce matin. Mais c'est pour ça que moi, je pense que quand tu formes des journalistes, nous, en tout cas, je ne vais pas monopoliser, mais en tout cas, pour moi, on en a discuté à d'autres endroits. Je pense que les sciences sociales sont importantes dans la formation des journalistes. Parce que nous aussi, on peut être chercheur et adorer l'objet sur lequel on travaille, les sujets qu'on va rencontrer sur notre objet de recherche, sur notre terrain de recherche. Et en même temps, il est hors de question qu'on soit dans une posture de fan quand on rencontre les gens dont, par ailleurs, on peut estimer qu'ils nous fascinent, ou etc. Ou qu'on déteste d'ailleurs, ou dont on n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, voilà. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, si tu poses la question d'information, je pense que les sciences sociales et la démarche, justement, je pense qu'en ça, on a beaucoup de choses à se dire, et c'est pour ça qu'on fait un colloque comme ça, entre journalistes et chercheurs, c'est que je pense de ce point de vue-là, on a des méthodes communes. En tout cas, on devrait avoir des méthodes communes qui nous permettent la distance, la réflexivité et l'objectivation. Et non pas l'objectivation et pouvoir réfléchir. Et même quand on est dans l'urgence, moi je suis convaincue que être formé à ça, même quand tu es dans l'urgence, tu as des mécanismes qui se mettent en place. C'est-à-dire que c'est pas indissociable avec travailler vite ou faire face à des situations imprévues auxquelles vous faites face. Parce que c'est imprévu, parce qu'il faut travailler vite, ça y est, on a mis le cerveau au vestiaire. C'est pas ça. C'est plus on aura des... Dit, non, je sais. Mais je pense que tu m'as posé la question de la formation, je pense que plus on a acquis ces méthodes, et plus elles deviennent des automatismes après, y compris dans l'urgence. Enfin, moi, j'en suis en tout cas... c'est la précipitation, c'est l'impatience. Parce qu'on le voit, nous, quand on fait une enquête sur la sociologie critique des pratiques journalistiques, et notamment sur les posts de Twitter, on peut remarquer que certains journalistes postent comme s'ils étaient des fans. Et ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas. Ça va pas, ça me gêne pas, il fait ce qu'il veut, mais je me dis, à qui j'ai affaire? Donc on habitue nos étudiants à s'identifier, à être identifiés, notamment dans les réseaux sociaux, comme des journalistes et non pas comme des fans de...
Et Voilà. je pense qu'une des parties, enfin une des réponses, ça vient de ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la personnalisation et sur le fait que pour mettre en valeur, on va mettre en valeur des personnages et auxquels on va demander de se positionner. Et c'est marrant parce que nous, on a ici, tous les ans, il y a des étudiants qui veulent être journalistes et journalistes dans le domaine sportif. Et assez récemment, un des étudiants nous posait cette question. Ça veut dire qu'on se pose la question de savoir quel positionnement on peut avoir soi-même. Si on soutient une équipe, est-ce que ça pose un problème et comment on fait pour le valoriser ou le cacher? Donc ça veut dire qu'on en est conscient, on se pose la question et on essaye d'y trouver des réponses dans ce qu'on voit par ailleurs. Et voilà, Il se trouve qu'on a un journaliste ici qui est très présent sur Twitter, donc peut-être que François-Xavier a un avis informé. Comment faire la part des choses sur les réseaux sociaux numériques? Effectivement, bien sûr, il faut trouver le bon équilibre, mais ce bon équilibre s'acquiert avec l'expérience, avec le recul. Les jeunes journalistes, vous allez sortir d'ici, ou vous allez faire encore d'autres études pour aller un peu plus loin. Faites attention sur vos premières années d'expérience en tant que journaliste, parce qu'effectivement, vous allez être passionné par un sport, par un athlète, par une équipe en particulier, et vous passez de l'autre côté de la barrière. Vous n'êtes plus étudiant, vous n'êtes plus fan, vous n'êtes plus supporter, vous êtes journaliste. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'essaie de faire, parce que c'est vrai que j'ai tendance parfois à être un peu fan, on est tous un peu fans, surtout quand on suit des athlètes, des sportifs depuis des années, qu'on les connaît, qu'on les côtoie régulièrement, qu'on a parfois des relations privilégiées. Ben forcément, ça revient. Et puis au moment où il y a l'événement qui se produit sous vos yeux dans un stade et que la personne, l'athlète en question que vous connaissez très bien, réussit à faire l'exploit fabuleux, ben forcément, ça revient. Et moi, j'essaye dans la mesure du possible, et je me suis déjà fait remettre dans le bon chemin comme d'autres de mes collègues, j'essaye d'apporter au moment présent, lorsque se produit l'événement et qu'il faut s'enflammer, sans en faire des tonnes, mais s'enflammer parce qu'il faut faire vivre également, parce que le sport, c'est ça aussi, c'est la vie, c'est l'émotion, il faut transmettre l'émotion en apportant de l'information, en apportant des précisions sur la personne. Et ça vous permet quelque part de gommer un petit peu cet excès de zèle, cet excès d'émotion, ce trop-plein que l'auditeur, le téléspectateur peut ressentir en vous écoutant, en vous regardant. Voilà. C'est peut-être l'une des petites recettes. Mais voilà, il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, le mot d'ordre, c'est vraiment faire très attention et adopter dès votre début d'expérience en tant que journaliste cette attitude. Comme ça, vous n'aurez pas à la corriger. Moi, je sais que j'ai dû la corriger. Voilà. Donc, si vous pouvez éviter ce genre d'erreur, ça vous fera gagner du temps. Et puis c'est toujours mieux, quoi, finalement. Et avec le recul, vous dites, oui, forcément, oui. C'est plus sensé comme ça, quoi. Voilà. Peut-être plus loin sur le rapport que tu peux entretenir avec ta présence sur Internet, qui n'est pas forcément professionnel. Comment tu gères ça? Oui, enfin, ça dépend. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a une petite anecdote qui m'est arrivée pendant les mondiaux de Londres. Donc j'étais pour la finale du 100 mètres que tout le monde attendait avec Usain Bolt. J'étais spectateur privilégié puisque j'étais dans le stade. Et il se trouve que je ne commentais pas la course parce que la façon dont c'était organisé, c'était moi qui étais en zone mixte. Donc j'étais d'autant plus près de la piste puisqu'on avait une zone mixte privilégiée entre guillemets avant toute la meute. Donc on était vraiment vu sur le stade. Et j'ai filmé le 100 mètres parce que c'était un moment qui s'annonçait historique. Voilà. Et puis sur le coup, j'ai pas calculé et je l'ai mis sur Twitter. Grosse erreur que j'ai rectifiée assez rapidement parce qu'on n'était pas détenteur de droit et on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de diffuser sur des réseaux sociaux. Et vous voyez, ce côté-là, finalement, pendant cet instant-là, je suis repassé de l'autre côté de la barrière. Parce que voilà, je voulais faire partager à ceux qui me suivent sur mon compte ce moment-là en inside d'une façon différente. Mais après, voilà, c'est juste une petite remise en ordre. Voilà. C'est des petits moments comme ça, des instantanés qui sont tellement forts, qui parfois peuvent vous faire oublier que vous êtes journaliste avant tout, que vous êtes là pour relater un événement et que vous n'êtes pas là en tant que supporter pour faire partager à vos copains, à vos amis ou qui sait, c'était ce moment particulier. Voilà, c'est aussi ça, se réguler, c'est aussi ça être journaliste. Très bien. Alors, il est 17h. On a encore le temps pour quelques questions, quelques interventions.
Je voudrais poser une question en poursuite de la réflexion qui a été menée sur automatisme et réflexivité. Vous l'aurez compris depuis hier, avec mes petites prises de parole, je considère qu'il est vraiment important de comprendre que les médias d'information, qu'ils le veuillent ou non, qu'on soit bien intentionné ou pas, contribuent à la permanence des stéréotypes, ou au contraire peuvent participer à la déconstruction de ces stéréotypes. Donc j'ai une question, et je compte sur la nouvelle génération pour être du côté de la déconstruction, je compte sur vous. Donc j'ai une courte question pour Laurent Camus. Dans les pratiques de représentation que vous avez observées, vous avez mis en évidence la prise de décision en microsecondes. Donc c'est là où on revient avec automatisme et puis autoréflexivité. Donc je me demandais si dans ce temps rapide qui laisse du coup peu de place ou quasiment pas de place à l'autocritique, à la réflexion, et qui du coup laisse beaucoup de place à la subjectivité et à des schémas qu'on a incorporés. Avez-vous observé des choix éditoriaux qui participent au maintien des stéréotypes, ou au contraire, avez-vous observé des choix qui visaient à les contrecarrer? Bon, sur les stéréotypes, il y a quelque chose dont on avait parlé un petit peu avant. Bon, par exemple, il y a Canal+ se distingue des autres chaînes plus généralistes par le fait que les matchs qui sont diffusés sont pas des matchs où on soutient une équipe, contrairement à TF1 qui diffuse les matchs de l'équipe de France, où donc là, il y a, pour revenir sur l'intervention précédente, un soutien partisan à l'équipe de France, et donc ce sont des matchs très grand public. Et durant ces matchs sur TF1, il est commun de voir des plans de coupe. Et ces plans de coupe sont faits sur le public et généralement sont faits sur des jolies femmes ou voilà, en tout cas des choses qui vont attirer l'attention du téléspectateur qui ne va pas être fondamentalement intéressé par le football. En tout cas, c'est la manière dont on se fait en régie une idée de son public. Et sur Canal+, c'est le genre de choses qui est absolument banni, puisque là, on considère qu'on s'adresse à un public d'abonnés, un public d'experts, qui ne regarde pas le match parce qu'il soutient une équipe, mais qui regarde le match parce qu'il s'intéresse au football. Et parce que les matchs qui sont diffusés par Canal+ ne sont pas simplement les matchs de l'équipe dont on est supporter. Et donc là, il y a très très peu de plans de coupe, mais sur le public, même quasiment pas. Et on bannit absolument les plans de coupe sur les jolies femmes. Ça, c'est des choses qui sont refusées. Ou alors, si on le fait, c'est avant les matchs pour ce qu'ils appellent régler les caméras. Donc là, ils essayent de trouver des femmes en public pour régler les focales. Voilà. Mais c'est à peu près la seule chose. Et sinon, ça s'est banni à l'antenne. Voilà. C'est le genre de chose qui est absolument banni à l'antenne. Sinon, sur les stéréotypes, c'est à peu près la seule chose que je peux dire. Ouais, c'est à peu près la seule chose que je peux dire sur ce point. C'est en soi un progrès. Une anecdote qui, pour le coup, là, il y avait une vraie volonté d'envoyer un message à travers la réalisation. Ça remonte à quelques années. C'était la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud, à un moment important, puisque l'idée de l'Afrique du Sud, à ce moment-là, c'était de montrer, avec un sport pratiqué par les Blancs, que l'Afrique du Sud nouvelle était toute réunie autour de son équipe de rugby, avec les deux hymnes qui se succédaient et que tout le monde chantait. En fait, il se trouve que j'étais au stade, moi, et je n'étais pas du tout journaliste sportif à ce moment-là. J'étais vraiment amateur de rugby, et j'ai vu le match ensuite réalisé en replay. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'au moment des hymnes, le réalisateur avait réussi à trouver dans la foule les quelques supporters noirs qui étaient présents et sur lesquels il insistait lourdement pendant les hymnes et pendant le match. Alors que ce qui marque quand c'était un match de rugby en Afrique du Sud, c'est que c'est un public blanc, puisque les noirs vont au foot, les blancs vont au rugby, un peu moins maintenant, mais en l'occurrence, dans les années 90, c'était quand même très marqué. Et là, il y avait la nette volonté d'envoyer un certain message au monde entier, puisque c'était retransmis dans le monde entier. Donc c'était un vrai message politique à travers un plan de coupe qui n'était pas pour régler les caméras, là, qui était vraiment pour adresser un message politique à l'ensemble des diffuseurs. C'était assez intéressant. Une question ?
par rapport à l'histoire de la perpétuation des clichés sur les soirées de dimanche soir, notamment de Canal+. Je parle pas de la réalisation des matchs en tant que tel, mais sur l'émission qu'il y a avant, donc le Canal Football Club avec Hervé Matou. Il y a quand même eu un blog, je sais pas, j'essayais de voir si ça existe toujours, je crois que ça existe toujours, un blog qui s'appelle La fille derrière Hervé Matou, et qui recense chaque dimanche la photo de la personne qui a été placée derrière Hervé Matou. C'est pas propre au sport, parce que je pense que sur des émissions, des talk-shows, on le retrouve, mais voilà, c'est partout pareil. Mais il y a quand même là-dessus, je sais pas si c'est un élément qui peut permettre qui vise à garder le téléspectateur ou à maintenir l'attention d'un téléspectateur, mais c'est quand même quelque chose qui perpétue un stéréotype, quoi. Oui, non, mais j'ai pas parlé de ça parce que je j'ai pas suivi du tout cette émission, et je sais qu'en effet il y a ce blog et qu'en effet il y a des femmes qui sont payées pour être derrière les animateurs et les présentateurs. Et en fait, là, j'en ai pas parlé parce que donc j'ai pas du tout mené mon enquête au sein de cette émission, et qui est pas produite par Canal+, mais qui est produite par une autre institution dont j'ai oublié le nom. Et donc j'ai pas du tout d'éléments là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord que là, on est complètement dans les stéréotypes, dans la véhiculation de ces stéréotypes. Oui. Vas-y, hein. Vas-y. Alors écoutez, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Non, c'est vrai. C'est au début du XXe. Ça commence comme ça. À l'époque de la fascination des ballets russes. Diaghilev, quand il est arrivé avec Nijinsky, etc., donc devait trouver un endroit où passer. Ils sont passés à l'Odéon. Et pour faire venir le public à l'Odéon, c'est la bonne société parisienne, Astruc, qui était le propriétaire de l'Odéon, a eu la bonne idée d'aller chercher les plus belles femmes de Paris et de les disposer dans la salle, ce qui a attiré la bonne société et les hommes, et c'est ce qu'ils ont appelé la corbeille de fleurs. Donc la corbeille de fleurs, c'est ça, c'est composer un public, notamment fait en partie de jolies femmes, qui fait qu'on est arrivé dans une forme spéculaire qui consiste à dire que quand on est à la télé, on voit et on se voit. Et on se fait voir, comme par exemple dans les tribunes de VIP, parce que maintenant le stade, c'est quoi? C'est aller dans les loges, quoi, hein, et dans les loges, non seulement on voit, mais on se fait voir aussi, exactement. Voilà pour l'histoire. On n'est pas sorti de la corbeille, alors du coup. La corbeille de fleurs. Il y a une belle corbeille de fleurs. Ok, très bien. On est parfaitement dans le temps là. Donc merci à tous les intervenants et vous pour votre patience et votre courage. On peut applaudir, je pense. Alors, Sandy va annoncer peut-être quelques informations pour l'événement du soir. Ok, donc on se retrouve pour ce soir, on se retrouve à 20h30 à l'espace Sainte-Anne à Lannion, et on aura une présentation qui, comme on l'a fait jusque-là, fonctionnera avec des universitaires et des cas qui sont relativement appliqués sur la médiatisation des athlètes et les enjeux. Donc là, on est vraiment sur un focus avec, là encore, professionnels et chercheurs. Donc à tout à l'heure.